On y va, monsieur le maire? Quand vous voulez. Allez, on y va. Où est-ce que vous êtes né? Tout le monde le sait, je suis né à Saint-Étienne dans la Loire. Tout le monde le sait, vous êtes sûr? Oh, beaucoup de gens le savent, vous savez. Au début, j'avais une opposante qui était forte de me rendre fort sympathique et qui m'a appelé toute sa vie jusqu'à ce qu'elle décède Monsieur Brun, en référence à la partie de cartes de Pagnol. Donc pour un certain nombre de Sifournais, je suis encore Monsieur Brun, Oui. parce que j'ai vécu une grande partie de ma vie à Lyon quand j'ai fait mes études. Ok, né à Saint-Étienne. Comment ça se fait que vous êtes né à Saint-Étienne? Alors je suis issu d'une famille de la bourgeoisie stéphanoise. Ça a une influence sur mon parcours. C'était une famille très nombreuse. Ma mère avait 5 sœurs, elles étaient 6 filles. J'avais une vingtaine de cousins germains et nous nous retrouvions tous les dimanches dans la propriété de ma grand-mère. Ça crée des liens familiaux incroyables et ce qui peut expliquer mon attachement à la famille. Vous y retournez à Saint-Étienne? J'y retourne encore un petit peu parce que j'ai toujours des cousins qui ont le même âge que moi et avec qui on se voit régulièrement. Est-ce que vous supportez l'AS Saint-Étienne? Alors, pour tout vous dire, j'ai beaucoup supporté l'AS Saint-Étienne et un de mes cousins m'a même été président de l'AS Saint-Étienne. C'est pas rien. Et a une tribune à son nom. Non. Oui. Il y a une tribune Vialate? Non, Ah non. Donc il y a une tribune Pierre Foran à l'ASS et Pierre Foran était mon cousin. Incroyable. C'est une petite fierté quand même, non? Alors c'est une équipe magnifique. C'est la seule équipe de France qui a défilé dans les Champs-Élysées alors qu'elle avait perdu. Oui. Bah, c'est qu'il est plus fort, évidemment, c'est les Verts. Et voilà. Bah oui, bien sûr. Vous savez pourquoi vous vous appelez Jean-Sébastien? Quelle est l'histoire de ce prénom? Alors, quelle histoire de ce prénom? En fait, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents sont originaires d'un tout petit pays, d'un tout petit village qui est situé dans le Haut-Vivarais, aux marges de l'Ardèche et de la Haute-Loire. Et ils s'appelaient tous Vialat. D'accord. Et pour distinguer les familles, on avait donné un prénom que tout le monde porte. Et la ferme de mes arrière-grands-parents s'appelait Sébastiou, et tout mon grand-père s'appelait Louis-Sébastien, mon fils s'appelle Sébastien, mon petit-fils s'appelle Louis-Sébastien. Ce Sébastien est la référence finalement à la ferme d'origine. D'accord, c'est le point commun entre les hommes de la filiation. Voilà, et c'est très curieux quand vous allez là. Aujourd'hui, il doit rester 25 ou 30 habitants. Hein. Quand vous allez dans le cimetière, il n'y a pratiquement que des Vialates. Mais comme les secrétaires de mairie étaient quasiment illettrés, il y a toutes les orthographes possibles et imaginables. Un N, 2 T, 2 N, 1 T. Mais on est tous cousins, en fait. Donc vous, vos parents, ils exercent un métier tous les deux? Votre papa et votre maman oui, travaillent? ils exerçaient tous les deux. Ils avaient quelque chose qui a disparu. Ils travaillaient sur le marché de Gros à Saint-Étienne. D'accord. Et ils étaient épiciers et produits laitiers en gros. Ouais. Ils livraient les campagnes et les petites épiceries de campagne, ce qui a disparu, ce qui Complet, n'existe plus. Donc vous venez d'une famille donc plutôt d'exploitants, puis de commerçants. Oui. Et vous n'avez pas du tout pris cette voie-là? Pas du tout, mais ce qui est remarquable, et ça renvoie à l'éducation nationale d'aujourd'hui. Dans ces villages, mon père a été élevé dans un de ces petits villages. Il y avait une classe, un instituteur, qui prenait tous les gamins de la classe. Et quand vous faites le bilan de la classe de mon père, ils sont tous médecins, notaires, avocats. Ils ont tous fait des études. Parce que les instituteurs de l'époque mettaient un point d'honneur à sortir, surtout dans ces campagnes reculées, mettaient un point d'honneur à sortir les gamins de leurs conditions sociales. De leurs conditions sociales. Ouais. Et l'ascenseur social, à l'époque, marchait formidablement. À plein, ouais. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos parents? Qu'est-ce que vous retenez d'eux? Sans doute l'amour du travail. Ouais. Toute ma vie, j'ai vu ma mère se lever à 4 heures du matin pour aller au marché de Gros. Tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Ça force le respect quand même. Voilà. Bien sûr. Et ça vous montre que le travail est une valeur qui permet d'avancer aussi dans la vie. Et de s'élever aussi. Et de s'élever, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous choisissez comme cursus universitaire? Alors, très curieux, enfin pas curieusement du tout, j'ai d'abord passé le concours de l'École nationale vétérinaire. D'accord. Ça se passe en 2 temps, j'avais réussi les crics.
Et je suis donc convoqué à l'oral et je me plante à l'oral magistralement. Vous vous souvenez du thème ou pas? Sur quoi je me suis planté? Ouais. C'était la chimie minérale. Donc, franchement, j'avais fait l'impasse, il faut le dire. Hein. Ouais. Et à l'époque, quand on avait réussi les cris de veto, on pouvait rentrer en deuxième année de pharmacie sans passer le concours. Donc, je suis rentré en deuxième année de pharmacie. Très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de vendre des boîtes. Ouais, dans une d'être en officine, C'était ouais. C'était pas mon truc. Et j'ai donc décidé de poursuivre le cursus qui permet, en faisant 4 ans d'études supplémentaires, c'est le même pour les médecins d'ailleurs, de devenir biologiste. Et puis il faut dire qu'entre-temps, j'ai rencontré mon épouse, qui était la fille d'un patron de l'hôpital de Lyon, Mhm. et qui ne pouvait pas concevoir qu'il y ait un gendre commerçant. Ah ouais, non, c'est pas possible. Ah, c'était pas possible. Donc, pour lui faire plaisir, pour faire plaisir à mon épouse, j'ai continué. Et c'est grâce à elle, d'ailleurs, parce qu'elle m'a beaucoup poussé à le faire. Et j'ai fait 4 années d'études supérieures de 3e cycle universitaire et passé une partie de ma jeunesse à l'hôpital cardiologique de Lyon. C'était celui de votre beau-père? Pas du tout. Mon beau-père, c'était ce qu'on appelle les mandarins, c'était ces vieux professeurs qui avaient un aura absolument incroyable. Lui, il était dans un autre hôpital à Rio, il était chirurgien vasculaire. Et ça fout un peu la pression d'avoir un beau-père comme ça? Ah ou... oui. Oui, hein, ouais, on rigole pas, quoi. Et la famille de ma femme, ils sont tous universitaires. Mon beau-père avait ils étaient 3 frères, 3 profs d'université. Alors qu'ils sortaient d'un milieu extrêmement modeste, mais qui s'étaient vraiment élevés à la force du poignet. Et comment ça se fait que vous êtes arrivé dans la région, du coup? Alors, très honnêtement, je ne connaissais pas du tout cette région. J'avais l'habitude de prendre des vacances de l'autre côté de Toulon, hein, plutôt dans le golfe de Saint-Tropez. Et je cherchais à m'installer dans le sud, parce que tout le monde vous connaissez l'héliotropisme, tout le monde a envie de soleil. J'ai regardé un petit peu du côté du Lavandou. Et à l'époque, ça m'a paru tout à fait désert l'hiver. Il n'y avait même pas un collège à l'époque. Alors que cette région du Var, Sifour en particulier, Sanary-Bandol, nous avons une chance inouïe, c'est d'être très près de Toulon, bien sûr, mais aussi très près de Marseille et d'Aix-en-Provence. Et quand on a un père de famille qui a pour ambition de faire des études supérieures à ses enfants, les universités de Marseille me paraissaient être un atout formidable. C'était le bon compromis. C'est formidable. Enfin, dès que vous passez au-dessus de la baie de Cassis, c'est magnifique. Et de l'autre côté, vous avez tout ce qui peut être important, les grands hôpitaux, les CHU, la fac de médecine, la fac de droit. Il y avait tout ce qu'il fallait. Donc ça veut dire que vos enfants étaient petits quand vous êtes arrivé? La dernière avait 1 an. Oui, vous étiez un jeune père de famille et vous cherchiez un endroit pour prendre racine au soleil. Pour construire une vie familiale. Ouais. Donc on est en quelle année là? Ouf, il y a 30 ans. Il y a même plus que ça, il y a 35 ans. Ouais. Donc ça veut dire que quand vous êtes élu ici, vous venez d'arriver sur ce territoire? Alors, quand je suis arrivé ici, le hasard a voulu que ce soit des élections municipales. On est en 95? C'est les élections qui précèdent 80. D'accord. Je venais d'arriver, donc il n'était pas question que je me présente, mais je me suis intéressé tout de suite aux élections qui étaient en cours. Et j'ai bien compris, compte tenu des gens qui se présentaient, que la voie serait libre pour la fois suivante. Ah oui? En fait, j'ai toujours fait de la politique. Étudiant, j'étais inscrit au parti derrière Jacques Chaban-Delmas. C'était le RPR? Oui, ça devait être l'UNR à L'UNR? l'époque, l'UNR. Ouais. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours milité dans les partis politiques. Ok. Et donc, vous arrivez, évidemment, vous vous intéressez à la politique locale et vous voyez une opportunité peut-être de faire quelque chose sur ce territoire. Eh bien, je découvre déjà une ville qui avait besoin d'un petit coup de neuf. Hein. Oui. Mon prédécesseur était relativement âgé et Oui. fatigué. Il avait fait beaucoup de travail parce qu'il a fait tout le travail qui a permis d'accueillir nos amis rapatriés d'Afrique du Nord. Et c'était un gros boulot. C'est à l'époque où la ville est passée de quelques milliers d'habitants à 25 ou 30 000, très très vite. Et donc, il fallait remettre un peu d'ordre dans tout ça qui avait été fait de briques Rapidement, et de broc. oui, bien sûr.
C'était Monsieur Estève. C'était Monsieur Estève. Ouais. Il avait eu ce gros chantier à faire. Et vous, vous aviez quelle vision? Vous aviez envie de quoi pour cette commune que vous découvrez? Alors, je découvre en arrivant, et c'est d'ailleurs pas complètement réparé, hein, une commune avec un urbanisme complètement échevelé, plusieurs quartiers qui vivent de façon plus ou moins autonome, qui sont pas reliés, pas véritablement de centre-ville, et par contre des sites exceptionnels, le Brusque, le Gaou, enfin, la plage, les falaises, un site comme il n'y en a plus beaucoup en Méditerranée. Et donc l'idée qui a présidé dès le début, c'était de préserver, de mettre en valeur ces sites exceptionnels, tout en essayant de recoudre, si j'ose dire, de recoudre la ville et de relier les quartiers. C'est très compliqué parce que, encore une fois, l'urbanisme est complètement échevelé. Et la seule solution qu'on a trouvée avec l'architecte conseil, c'est de créer le long des voies, des grands alignements d'arbres ou de haies qui permettent de donner une continuité à la ville entre ces différents quartiers. Ça, vous aimez bien les arbres, les jardins. Ça, c'est un truc qui parle de vous. Absolument. Personnellement, j'ai beaucoup jardiné, je jardine moins. J'aime beaucoup les jardins et je trouve que, d'abord, ça devient une nécessité. Hein, avec le réchauffement climatique, il faudra bien dans les villes avoir des zones de fraîcheur et c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Alors, on a eu quelques opportunités. C'était, par exemple, la Maison du Cygne. On était déjà propriétaire, la ville était déjà propriétaire, mais elle avait réservé ça à quelques employés municipaux. Donc, on l'a ouvert au public. Et on a fait ce grand jardin qui est tout à fait remarquable. On a acquis la Villa Simone, qui est une villa qui a deux intérêts. D'abord, architecturellement, c'est vraiment typique de l'habitat de la région et de la région d'Aix. Donc ça méritait d'être conservé. Et puis surtout, c'était la possibilité de faire un parc dans une zone extrêmement urbanisée, dans une zone où il n'y a que des habitations collectives. Et donc de permettre aux résidents de venir prendre un peu de fraîcheur. Et puis après, il y a tous les espaces naturels, hein. Le Gaou sur lequel on était à travailler, le bois de la Coudoulière, la zone de Pépiole, le fort. En fait, une très grande partie du territoire est protégée. Est protégée soit au titre de la loi littorale, soit au titre des espaces boisés classés. Et par-dessus ça, la ville a rajouté une protection supplémentaire sur une quinzaine de propriétés dont on a estimé que les parcs étaient remarquables et qui ne pouvaient pas être touchés, qui ne pouvaient pas être bâtis. Donc on a pris des mesures dans le PLU qui permettent de rénover les maisons dans une petite circonférence autour de l'habitat, mais les parcs sont conservés et protégés. Pourquoi vous aimez les jardins? Pourquoi j'aime les jardins? Parce qu'il y a des oiseaux. Ouais, c'est les oiseaux que vous aimez? Non, parce que c'est un endroit où on peut se retrouver au calme, tranquille, loin de l'agitation, loin du bruit, ça peut être à la fois un lieu de balade pour les familles et puis aussi un lieu j'allais dire de recueillement, de ressources, pour se ressourcer pour les adultes s'ils vont se balader tout seuls. Ouais, ça c'est un besoin pour vous dans votre existence? De temps en temps. Ouais. Vous cherchez parfois des zones de calme? C'est de plus en plus difficile à trouver, mais oui. J'imagine. Mais oui. Ouais, bien Il y a sûr. un endroit pour ça qui est exceptionnel, c'est Pépiole. Il règne autour de la chapelle de Pépiole une ambiance, alors qu'il y a l'autoroute au loin, qu'on entend la rumeur de l'autoroute. Mais malgré tout, c'est un endroit qui inspire à la quiétude, à la réflexion. Et j'adore aller à Pépiole. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de Sifournais en vous maintenant, après toutes ces années, 30 ans de vie sifournaise? Alors, qu'est-ce qu'il y a de Sifournais en moi? Quand j'habitais à Saint-Étienne ou la région de Saint-Étienne et que je partais en vacances, quand je revenais, je me disais, bon, finalement, c'est pas terrible. Maintenant, quand je pars, je n'ai qu'une hâte, c'est de revenir, parce que quand je suis ici, je suis vraiment chez moi. C'est vraiment devenu, c'est ma ville. J'ai une très grande maison où je peux accueillir tous mes enfants. C'est vraiment devenu une maison familiale. Et puis, je trouve qu'on vit dans une certaine sérénité. Alors, souvent, on me dit, il y a du bruit, il y a de la circulation.
C'est sûr que si on veut pas de bruit, pas de circulation, il faut aller habiter en Corrèze ou en Lozère. Oui. Et encore, on est dérangé par le coq du voisin Mm. qu'on supporte pas. Donc, moi, je trouve qu'ici, on vit quand même dans une relative quiétude. Mm. Je comprends. Et je me pose même souvent, je m'interroge pour me dire comment Bandol, Sanary et Sifour arrivent à rester cette bulle de tranquillité aux portes d'une métropole qui est certes attractive, mais qui est bruyante et qui présente quand même un certain nombre de problèmes de sécurité. Vous ouvrez vos laboratoires. Dans quel temps ça se fait? Parce que vous êtes d'abord à l'hôpital. J'ai dû rester 4 ou 5 ans à l'hôpital cardiologique, mais toujours dans le même service. Je n'ai pas changé de service. C'était un service qui faisait essentiellement de l'hémato. Donc, je suis resté dans ce service. Et puis après, je suis parti m'installer près de Saint-Étienne avec un de mes amis de fac. Et puis, c'est la vie. Il y a des couples qui divorcent, il y a des associés qui se séparent. Nous nous sommes séparés. Et c'est là où je viendrai, je partirai quand j'aurai trouvé quelque chose au soleil. Ouais. Et ce quelque chose, je l'ai trouvé là. Mais franchement, rien ne me prédestinait à venir ici. Ouais. Enfin, Et puis, honnêtement, le premier jour où je suis arrivé pour visiter, je suis rentré par la Seine. racontez-nous comment c'est à l'époque. Et ben, vous quittez l'échangeur, vous rentrez par la zone d'Auchan. Franchement, c'est pas. C'était Mammouth. Oui, c'était Mammouth. Ouais. C'était pas, si j'ose dire, c'était pas bandant. Hein. Ouais, et ouais. Vous vous demandez un peu si vous avez fait le bon Et choix. je vais visiter ce labo qui était une belle affaire. Et j'appelle ma femme et je lui dis, tu sais, c'est pas très joli. Oui. Je n'avais pas encore eu l'occasion de voir le Brusque, le Gaou et Sanary. Mais c'est une jolie petite affaire. Je crois qu'on peut être heureux ici. Oui. Voilà. Et ouais. Ça s'est fait comme ça. Une petite annonce que j'ai lue chez un collègue pharmacien dans un journal spécialisé. C'est le travail qui vous emmène ici, en fait. C'est le travail, Ouais. absolument. C'est super un labo d'analyse parce que quand on fait de la politique locale comme vous, parce que vous avez le monde entier contenu dans la salle d'attente, quoi. Il y a tous les âges. Alors tout... c'est un peu vrai. Un petit peu moins maintenant parce qu'on est plus nombreux, mais à l'époque il y avait 2 labos. Quand je suis arrivé, on m'a dit vous êtes gaulliste, vous n'avez absolument aucune chance. Ici, il n'y a que des pieds noirs, et les pieds noirs, ils ne peuvent pas voir les gaullistes. Et j'ai répondu, je vais vous dire pourquoi je vais être élu. Il y a 2 raisons. D'abord parce que dans ma salle d'attente, j'ai la moitié de la ville en patienté. Mm. Ça, c'est déjà un bon argument. Le deuxième argument, contrairement à ce que vous pensez, il y a énormément de familles stéphanoises, lyonnaises, de Valence, qui avaient monté des camps de vacances à Sifour. D'accord. Il y a des grands camps de vacances qui sont des petits bungalows avec des quantités de familles. Ça alors. Et je leur disais, il y a autant de Sifour... C'était pas vrai d'ailleurs. Il y a autant de Stéphanois que de pieds noirs. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Vous imaginez, Sifour, moitié stéphanois, moitié... C'est drôle. Et vous êtes gaulliste? Ah, je suis gaulliste complètement, oui. Toujours aujourd'hui? Toujours aujourd'hui. Enfin, si le gaullisme, ça veut dire qu'on a un avenir, on sait où on va, on a une certaine idée de la France et on la respecte. Voilà, c'est ça en fait. C'est quoi votre idée de la France? Mon idée de la France, c'est que c'est un pays qui est un peu hors norme, si je veux dire. Mhm. Au bout du compte, c'est un tout petit pays, moins de 70 millions d'habitants, à rapporter à quelques milliards d'individus. Et c'est un pays qui rayonne de par le monde, de par son histoire, de par la philosophie des Lumières qui a inspiré notre savoir-vivre, de par la qualité de vie qu'on avait jusqu'à présent. C'est cette particularité qui fait que la France, si petite, est encore un pays écouté. Mhm. Et ça, comment on fait pour faire que ça demeure? Ah, on est mal parti. Hein. Il semblerait. On est mal parti. Mais c'est un problème français, c'est globalement un problème de toutes les nations. Mhm. La dilution de l'identité nationale est forte partout. Mhm. C'est dû à la mondialisation. C'est dû au fait que nos civilisations occidentales sont vieillissantes. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, ce pays vit comme un bateau sur son air.
les choses continuent d'aller parce que on a un peu d'élan, mais que petit à petit, ça se ralentit et on perd beaucoup en identité. Et le gaullisme, c'est quoi? C'est donner plus d'impulsion, plus d'affirmation? Le gaullisme s'est réaffirmé. En fait, quand vous regardez bien, tous les grands projets industriels sont d'origine gaulliste ou de Pompidou. L'atome, l'aéronautique, l'aérospatiale, le train à grande vitesse. Les grands groupes de BTP, les grands groupes d'énergie, les grands groupes du luxe, ils ont été bâtis, construits grâce à l'aide de l'État. Et grâce à la planification. S'il n'y avait pas eu l'État, il n'y aurait pas EDF, qui est quand même un leader mondial. Il n'y aurait pas le TGV. C'est De Gaulle et Pompidou ensuite avaient une vision pour les 30 ans ou les 40 ans à venir. Aujourd'hui, on a une vision, j'allais dire, on a une vision au bout de la semaine. On n'est pas foutu de faire un gouvernement en moins d'un mois. Ça, c'est assez inédit. C'est assez incroyable. Et au bout d'un mois, on reprend quasiment les mêmes et on recommence. Trois ministres de l'Éducation nationale en moins d'un an. Ça ne peut pas marcher. C'est pas possible. Vous avez eu combien d'enfants, vous? 3. 3. C'est bien, vous avez réarmé la France. J'ai réarmé la France. Bravo. Vous pouvez comprendre, est-ce que c'est leur préoccupation à vos enfants que ce côté un peu court-termiste, c'est aussi un peu ce tempo du climat qui l'impose? Est-ce que c'est une inquiétude à vous, par exemple, de vous dire c'est quand même un gros défi qu'on est un peu en train de foirer? Moi, sur le climat, je pense qu'on ne peut pas nier le réchauffement climatique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis moins certain que ce soit l'activité urbaine. Ça mériterait d'être vérifié. Et le troisième point, ce dont je suis sûr, c'est que quel que soit ce que nous fassions, nous, à l'échelle de la France, si nous sommes les seuls à le faire, Oui. ça ne sert à rien. Donc actuellement, on est en train de mettre des freins au développement économique, des freins enfin, comment on peut expliquer à un agriculteur qu'il va falloir qu'il laisse une certaine partie de sa ferme en jachère? C'est pas possible. On impose à nos agriculteurs des normes qui ne sont pas celles qui sont imposées ailleurs, et on va faire venir des haricots du Kenya, des fraises de Colombie, des cerises qu'on vend à 30 ou 40 euros le kilo quand c'est pas l'époque de je sais pas quel autre continent. Ça n'a plus aucun sens. On marche sur la tête. Ça vous inquiète pas? Ben, je pense que c'est réversible. C'est réversible. Il faut que les jeunes femmes et les jeunes hommes apprennent à éplucher les légumes et à les cuisiner. Qu'ils arrêtent d'aller acheter au supermarché des produits transformés. Et c'est que du bonheur. C'est comme ça que vous vivez? Absolument. Vous cuisinez? Un petit peu. Ouais. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça m'arrive. Ouais. Qu'est-ce que vous faites du temps que vous avez, le peu de temps que vous avez? Je vais souvent au concert de musique classique. Je suis un amateur de musique classique. On va un petit peu au théâtre, on va se balader. Ouais. Mais effectivement, le soir, quand je rentre, je commence par regarder les informations sur les sites d'infos continues. Ok. Vous regardez les chaînes d'infos continues? Oui, et puis un petit peu les chaînes les chaînes nationales. Parce que pour avoir aujourd'hui une pluralité d'opinion, Faut zapper. il faut zapper, hein, franchement. Donc un peu les infos, et puis après, quoi, vous vous reposez, vous vous levez tôt? Je me lève à 5h30. Ouais, c'est tôt. C'est tôt. C'est plutôt tôt. Donc je me couche tôt. Ouais, comme vous couchez tôt, ok. Je me couche tôt, je regarde un petit peu. Souvent Arte, qui a des émissions soit musicales, soit culturelles, qui sont relativement intéressantes. C'est quoi votre plaisir coupable en niveau série? Le truc bien bête que vous regardez pour vous détendre? Plutôt les thrillers. Ah oui? Oui. Ok, les trucs qui font un peu peur, des enquêtes. Les enquêtes, voilà. Ouais. Plus, Ok, le truc le plus bête que vous ayez regardé récemment? le truc, je zappe quand c'est. Oui, je comprends. Vous avez quand même un prénom qui est prédestiné pour aimer la musique classique, et c'est votre truc. Qu'est-ce que vous aimez comme
comme compositeur, comme style? Bon, bah, c'est quand même curieux. Mon compositeur préféré, c'est Bach. Oui, qui porte le même prénom Qui que m'a vous. pas- D'ailleurs, quand je suis né, l'accoucheur a dit à ma mère, quel patronage. Voilà. J'aime les variations Goldberg, j'aime Bach. Mm. Bach, j'aime beaucoup Mozart, qui est une musique joyeuse, qui est une musique, et j'aime beaucoup Bach, qui est une musique spirituelle, Oui, hein, qui plus qui solennel. pousse à l'introspection. Tout à fait. Oui. Ouais, donc vous, l'après-midi parfaite, c'est du Bach dans la chapelle de Pépiole, et là, vous êtes dans quelque chose d'assez solennel. En fait, il y a deux façons d'écouter. Soit vous allez dans une salle, vous allez à la Philharmonie de Paris, et vous écoutez la musique dans un cadre absolument parfait en termes de sonorité, en termes et si vous êtes à la Philharmonie, vous avez, je vais pas dire, vous entendez chaque instrument. Mm. Et puis il y a une autre façon de l'écouter, c'est de la partager avec quelqu'un d'autre dans un lieu qui est moins adapté, mais où l'ambiance est complètement différente. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, Avec à la la Villa vague, du Cygne, oui, la avec vague la vague classique. classique. Ouais. On n'est pas dans des conditions optimales d'écoute, mais il y a une ambiance particulière qui fait qu'on partage la musique. Davantage peut-être que quand on est dans une salle parfaite où on devient le seul auditeur voilà. Vous aimez bien la surprise, la beauté de ce qui est imprévu, ou vous aimez plutôt bien quand c'est prévu, carré, classique? Oh, je ne crains pas un petit peu de fantaisie. Oui? Qu'est-ce qu'il y a de fantaisiste en vous? Ah, qu'est-ce qu'il y a de fantaisiste en moi? Alors, ça, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire. Mais je ne suis pas déçu quand je vais voir un spectacle euh, qui est joué là où on l'attend pas. Mhm. Hein. Alors l'orchestre est pas parfait, Ouais, le chanteur est pas parfait, mais c'est l'ambiance, voilà, c'est Mm. beau, l'ambiance est là. ça fait 30 ans que vous êtes maire de Sifour. Est-ce qu'il y a Pas des... encore. Presque, ouais, c'est vrai, Presque. l'année prochaine. Comment on vous perçoit selon vous? Est-ce que vous avez changé depuis 30 ans? Je ne peux pas répondre à cette question. Mm. Je crois que je suis arrivé ici en étant, je sais pas comment dire, mais un peu différent de la population locale. Mhm. On s'habille pas et on se tient pas à Lyon de la même façon qu'on s'habille et on se tient ici. Et dans un premier temps, je pense que j'ai été perçu comme quelqu'un d'un peu froid. Mhm. Alors, en fait, c'est pas être froid, c'est être réservé. J'avais pas l'habitude d'embrasser voilà, les bises, les accolades, les machins. C'était pas dans mon éducation. Mhm. Bref, finalement, j'avais même un certain, comment dire, j'ai toujours eu besoin d'avoir un certain périmètre de sécurité, si Ouais. j'ose dire, hein. D'avoir quelqu'un qui soit pas à plus d'un mètre proche de moi. C'était une espèce de bulle de sécurité qui me paraissait indispensable. Petit à petit, avec le temps, ça disparaît. Ouais. Et c'est de la timidité? Ça peut être de la timidité, effectivement. Ok. Et ça peut être de la timidité, mais ça peut être vécu par les autres comme une certaine distance et d'être un peu hautain. Mais c'est pas le cas. Mhm. Mais ça va mieux? Alors forcément, Oui. comme vous l'avez dit, au bout de 30 ans, on s'y fait. Hein. Ouais, on s'y fait, bien sûr. Là, on est au cinéma à Sifour. Ça, c'est une de vos réalisations. Ce cinéma, il continue de grandir. Racontez-nous pourquoi vous aviez envie qu'à Sifour Centre, il y ait un cinéma. Alors, comme je vous l'ai dit, Sifour, c'est une ville particulière qui n'a pas vraiment de centre-ville. Mhm. Il y a un petit centre, mais enfin qui mériterait d'être développé, auquel on essaie de travailler. Et donc, quand on a décidé de faire le cinéma, le choix était soit dans la zone d'activité, comme ça se fait maintenant, Oui. soit dans le centre-ville. Et ce qui était d'ailleurs pour nous beaucoup plus compliqué, à la fois parce qu'il a fallu acquérir les terrains nécessaires et à la fois parce que le chantier était très contraint dans la ville. Mais on a fait le choix de l'installer ici, c'était un peu un pari, pour essayer d'animer le centre-ville et de faire en sorte que... Et puis ça a marché formidablement bien, hein. Mhm. Formidablement bien. Très rapidement, ce cinéma, qui était un cinéma de 3 salles à l'époque, est devenu le deuxième cinéma de France de la même taille en termes de fréquentation. Ah oui. Et ça nous a donné envie de construire la 4e salle. Patatrac,
arrive le Covid. Oui. Et là, on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas? Donc on a refait le pari de faire la 4e salle, et apparemment, ça marche très bien, à tel point qu'aujourd'hui, je me dis, si j'avais la place, et si je savais, mais on peut y travailler, hein, on pourrait envisager de faire dans l'avenir une 5e salle. Parce que c'est une offre qui est différente de ce qu'on peut trouver dans les grands multiplexes. D'abord, c'est en centre-ville. Vous pouvez poser vos gamins devant, les récupérer à la fin du film. Vous savez qu'ils ne risquent absolument rien. L'ambiance c'est différent. Oui. C'est 6 une offre fours, c'est différente. différent. C'est pas mal comme slogan, ça. Mais c'est un peu vrai. Oui. Pourquoi c'est Je vrai? vais y réfléchir. Pourquoi 6 fours, c'est différent? Pourquoi c'est différent? D'abord parce que, encore une fois, c'est un îlot de tranquillité. Alors, je ne vais pas vous raconter de salade. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a jamais un cambriolage. Depuis que le monde est monde, et surtout en Provence, hein, où on a bien connu les Mandrins et compagnie, il y a eu de la délinquance et des vols. Mais c'est calme, c'est paisible. Ouais. Vous pouvez, une femme seule peut sortir dans la rue, elle ne risque rien, le jour, la nuit. Et on a beaucoup travaillé d'ailleurs à renforcer ce sentiment de sécurité, puisqu'on a une très grosse police municipale. Hein, parce que le principal argument de mes opposants, c'est de dire oui, c'est calme aujourd'hui, mais et demain? Est-ce qu'on ne va pas importer ce qui se passe ailleurs? Et donc, on fait de gros efforts en termes de police municipale, d'équipement de la police, pour que ça reste cette ville extrêmement calme. C'est calme, paisible. Paisible. Et puis, vous avez ce littoral incroyable, depuis Sanary jusqu'à Notre-Dame-du-Mai, avec des paysages exceptionnels, des plages, des criques, des falaises, des îles. Ça reste... Il n'y a plus beaucoup sur le littoral méditerranéen de zones aussi peu bâties, qui sont restées aussi naturelles. Qu'est-ce qui vous énerve encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous agace? Est-ce que vous avez des agacements? La mauvaise foi. Ah oui? La vôtre ou celle des autres? Il m'arrive d'être de mauvaise foi, comme On l'est tous, monsieur le maire. comme tout le monde. Mais la mauvaise foi. Oui, par exemple, ce matin, j'ouvre Facebook et je vois un post. On voit un camion devant un tas de gravats. Et là, le poste laisse entendre qu'on apporte des gravats, alors qu'en fait, on est en train de les enlever. Et le type qui écrit ça, il le fait Sciemment. en pleine connaissance de cause. Ok. Ça, c'est proprement insupportable. J'ai envie de dire, mais vous êtes plus con que la moyenne, quoi. Ok. Facebook, ça peut vous énerver. Facebook, ça peut m'énerver parce qu'on voit tout. On voit une quantité de sottises sur Facebook qui sont incroyables. Et ouais, on peut pas répondre à tout le monde. Faudrait y passer la journée. Alors, en fait, souvent, ces gens qui sont mauvais foi, ils ont un tout petit auditoire. Et si je leur réponds, je leur ouvre mon auditoire à moi. Oui. Donc, les 3/4 du temps, je choisis de ne pas répondre. Et donc, vous dites la mauvaise foi, ça vous énerve. Est-ce que vous avez des choses qui vous révoltent aujourd'hui? Je suis quand même, là, j'arrive de quelques jours à Paris, mais c'est aussi vrai à Toulon. C'est quand même de voir tant de gens dans la rue. Comment un pays aussi civilisé que le nôtre peut accepter que des milliers de personnes dorment dans la rue, dans le métro, sur des bancs. On a quand même un vrai problème. Nous sommes le pays du monde, vraisemblablement, nous sommes le pays du monde qui paye le plus d'impôts. Il n'y a pas un autre pays. Avant, c'était les pays nordiques, maintenant, c'est nous. Et au bout du compte, je me dis que plus rien ne va bien. L'éducation nationale ne va pas bien, la sécurité ne va pas bien, l'hôpital, c'est la catastrophe, la médecine libérale est en difficulté, enfin, la justice, n'en parlons pas. On se demande ce qui marche. Et en plus, on a des milliers de personnes qui sont dans la rue. Il y a un vrai souci. Mais ça, c'est un constat qui est partagé, je pense, par beaucoup de concitoyens. Et vous, vous êtes un élu, un représentant. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus? Vous êtes comme nous Alors, moi, j'ai les pouvoirs du maire qui sont limités. Hein. En matière de sécurité, j'agis. Et j'ai à mettre à disposition de la ville de Sifour
plus d'agents de police municipale qu'il y a d'agents de police nationale. Mm. Je suis en capacité de leur faire un poste, un commissariat superbe. J'attends toujours que l'État débloque quelques milliers d'euros pour pouvoir s'installer avec nous. Ouais. Il y a un empilement de structures qui donnent leur avis, qui sont quelquefois contradictoires. C'est insensé. Mm. Vous avez été député. Vous aviez le sentiment d'être plus proche de ces problématiques-là, d'avoir une voix qui porte mieux? La première réponse, c'est une sottise que d'avoir supprimé le cumul des mandats. Oui. On n'a plus que des députés qui connaissent rien à rien. Enfin, Un peu qui plus hors connaissent sol. rien à rien, Ouais. mais qui ne reçoivent pas dans les mairies, les gens qui n'ont pas de logement, les gens qui ne savent pas où mettre leurs parents âgés, et les gens qui ne savent pas où mettre leurs enfants à garder, les parents d'élèves qui protestent pour telle ou telle chose. Ça, le lien est complètement coupé avec la population. Parce qu'il faut bien vous mettre dans la tête que la plupart des députés n'ont qu'une idée en tête, c'est rester à Paris. Ouais. Rester à Se Paris parce maintenir. qu'ils pensent qu'ils feront carrière en restant à Paris. Et ils sont pas souvent dans leur circonscription. La deuxième des choses, moi j'ai vécu, je suis resté 3 mandats, j'ai fait 3 mandats. J'ai vécu l'Assemblée parlementaire comme une chambre d'enregistrement. Oui. Quand vous êtes dans la majorité, vous dites oui, vous dites jamais non. La seule fois où on a voulu dire non, c'est à Sarkozy sur la réforme constitutionnelle. On était 5 parlementaires. Il nous a convoqués à l'Élysée. Il nous a tancés comme des petits garçons. Ok. Et vraiment, on a pris une correction. Et donc ça, pour moi, c'était pas supportable. Et j'avais trouvé quelque chose qui est méconnu du grand public et où je me suis vraiment, j'allais dire, défoncé. C'est un office parlementaire qui est composé à part égale des sénateurs et des députés et qui a pour vocation de réfléchir sur la science, sur les évolutions de la science et sur leurs conséquences sur la société. Ok. Et il y a plusieurs secteurs, hein. Il y a la chimie dure, il y a les maths, et puis il y avait tout ce qui était médical et biologique. Et donc pendant 10 ans, je me suis penché sur tout ce qui est procréation médicalement assistée, greffe d'organes, fin de vie. Et là, dans cet office qui produit des rapports, hein, j'en ai produit 5 ou 6, je ne me souviens plus, vous avez l'occasion de rencontrer les plus grands chercheurs du monde. C'est-à-dire, cet office invite un prix Nobel américain à venir expliquer ce qu'il fait, il vient. Vous lui payez son billet d'avion, bien sûr, mais il vient. J'ai auditionné les plus grands chercheurs du monde actuel. On est allé dans les universités américaines, anglaises, allemandes, suisses. Ça, c'était vraiment passionnant parce qu'on fait un travail qui est très en amont de la loi. Ouais. Et qui, si les députés veulent bien s'en emparer, sont pour eux une source de réflexion importante. Si quelque chose devait vous manquer de cette vie de parlementaire, c'est ça. C'est cette commission, cet office-là. Absolument. Et parallèlement, on avait monté un jumelage entre l'Académie des sciences et un petit nombre de députés. L'idée était d'aller visiter ces chercheurs qui étaient très renommés, de visiter leur labo, d'y rencontrer un jeune chercheur, un postdoc, et dans un deuxième temps de les faire venir dans nos circonscriptions pour voir un petit peu ce qu'on faisait dans nos circonscriptions. Ça a été l'occasion de rencontres formidables. Ouais, ça, c'était très enrichissant. Ah, ça, c'était formidable. Ça vous passionne toujours, la politique? Ça vous passionne, la politique? Alors, je ne fais plus de politique active. Je suis toujours inscrit aux Républicains pour des raisons qui sont moins idéologiques que par fidélité. D'accord. J'ai été révulsé par tous ces gens qui ont tourné Kazakh pour essayer d'avoir un poste ministériel, par tous ces républicains qui ont quitté les républicains pour aller lécher les pieds à Macron dans l'espoir d'avoir une promotion. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça totalement insupportable. Et pour cette raison, j'ai toujours une carte des républicains. Donc c'est après la défaite de François Fillon? C'est à peu près là que la bascule s'opère? Et vous, vous dites, je reste fidèle à quand même ce parti? Voilà. Et en tout cas, je ne voudrais pas qu'on puisse imaginer que je trahirais un jour. Oui. Ça, c'est important pour vous? Complètement. Qu'on puisse compter sur vous, sur votre fidélité? Complètement. En tout cas, c'est important pour moi.
C'est quoi le pire reproche qu'on peut vous faire, qui vous touche vraiment fort? D'avoir un sale caractère. Mais est-ce que c'est faux? Hein? Est-ce que c'est faux? Est-ce que vous avez non, un sale c'est vrai, j'ai caractère? un très mauvais Ah bon, vous caractère. avez un sale caractère. Mais quand on Pas vous le mauvais fait caractère, remarquer, il m'arrive, je suis éruptif quelquefois. Ça De veut moins dire en quoi? moins. De moins en c'est-à-dire, moins. Parce que là, je passe, mais quelquefois, je suis carrément éruptif. Oui. donc ça veut dire colérique, vous Un pouvez petit peu, et Ouais, puis je veux dire, là, oui. ouais. Et ça, vous pouvez rien y faire? Voilà, c'est l'âge qui fait. On est plus éruptif à 30 ans qu'à 70. Donc ça va mieux. Ça va mieux de ce côté-là. Ouais, ok. Donc oui, il y a encore de la passion pour vous dans ce que vous entreprenez. En fait, quand vous en parlez, vous êtes très animé. Alors, il est clair que le jour où j'aurai plus envie, Mm. ou le jour où j'aurai plus les moyens budgétaires, je m'arrête. Ouais. Je suis pas là. Si c'est pour administrer à la petite semaine, ça m'intéresse pas. Il y a que les projets. Vous voyez, pour le moment, on est en train de construire une énorme école, on est en train de faire un énorme chantier sur le parc Midi. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Ouais. Bâtir. Bâtir. Et alors, je trouve que c'est ce qu'il y a de passionnant dans le métier de maire, surtout quand vous l'avez été longtemps, c'est que quand vous traversez la ville, vous vous dites, ça, c'est moi qui l'ai fait. Et vous vous dites quelquefois, c'est bien. Mais vous vous dites aussi quelquefois, si je devais le refaire, je le referais différemment. Mhm. Alors, il n'y a pas de grands projets que je regrette. Il y en a quelques-uns dont je me dis, ça mériterait qu'on aurait dû peut-être faire autre chose. Vous avez eu la chance d'avoir eu ce temps long pour faire des choses. C'est quand même une chance pour votre C'est une politique. chance inouïe parce que, je vous dis, aujourd'hui, les projets sont tellement longs. Mhm. Entre les autorisations administratives que vous devenez obtenir, la concertation avec la population, les gens qui font du contentieux. Aujourd'hui, vous lancez un projet, il faut 5-6 ans pour voir le début de réalisation. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé, c'était intéressant de voir les services avaient plein de projets dans leur tiroir. Ils me disaient, mais ça vous a... Plein de projets qui n'avaient pas eu le temps ou pas pu mettre en œuvre. Mhm. Donc, voilà. Après, on a quelques regrets. Hein. Comme quoi? J'avais de voir trop grand. Ah, trop gourmand. Enfin, je vais essayer de... On a eu un projet il y a quelques années. On était encore en communauté d'agglomération Ouais. avec la ville de Toulon, avec Toulon. Et on avait un projet de faire à Sifour un grand pôle musical Mhm. à la place de l'espace André Malraux et de faire l'école de musique. C'était Ouais. un magnifique projet avec une bibliothèque de partitions et éventuellement une salle de prêt d'instruments rares. Oui. Le projet était ambitieux. On est obligé de lancer un concours d'architectes. On lance le concours d'architectes. C'est Rudy Ricciotti qui gagne. Je me dis, ça c'est magnifique. Enfin, voilà un architecte de renommée internationale qui est varois, qui va travailler dans le Var. Bon. On avait estimé, nous, le budget, je vous donne des chiffres de mémoire. Hein. Le budget, on voulait y mettre à l'époque 20 millions. C'est 20 millions. beaucoup, pas beaucoup pour Oui, ce genre de... c'était beaucoup. C'est beaucoup. Surtout pour Sifour, enfin c'était beaucoup. Mais c'était accessible. Ricciotti fait une première... On les a toujours d'ailleurs, hein, puisqu'on en est... Ricciotti fait un premier travail, un avant-projet sommaire magnifique. Ouais. Mais il était déjà à 40 millions. Et ouais. Et bien, résultat des courses, on a tout replié, on a tout remis dans un tiroir, on a payé ses honoraires à Ricciotti et on a abandonné. Mhm. Ça, c'est un peu un regret. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas pu trouver le juste équilibre. Évidemment, ils font des choses magnifiques. Là, j'arrive j'ai fait un petit tour dans les Émirats arabes unis. Je regarde l'architecture de Jean Nouvel, Ouais. que ce soit le musée d'Abu Dhabi ou que ce soit à Doha. C'est absolument extraordinaire. Mhm. Mais derrière, il y a des moyens Ouais. qui sont illimités. Quoi. Ouais, ouais. Donc ces gens-là sont un peu gâchés. Et ouais.
ils ont perdu un peu le sens le sens des moyens qu'ont les communes françaises. Mais, par contre, c'est exceptionnel. Demain, vous avez la possibilité de vous réinstaller à Saint-Étienne. Jamais de la vie. Vous restez alors? Ah oui. Ouais. Ah oui. En fait, j'ai un équipe. Je suis en train de tout vous raconter de moi, vous saurez tout. J'ai gardé un petit pied-à-terre à Paris. Et je trouve que il n'y a pas mieux. Vous avez passé 3 jours à Paris. Les expos, les concerts, le théâtre, les boutiques, les rues. Paris, c'est ça, vous reconnaissez là. Et au bout de 3 jours, vous dites, chouette, je redescends à Sifour, je redescends dans le Var. C'est magnifique. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Est-ce que vous avez ce truc quand vous voyez le fort apparaître, de vous dire, je suis à la maison? Moi, je trouve que je suis à la maison quand je vois la baie de la Ciotat. Quand je vois la baie de la Ciotat, je me dis, j'arrive chez moi. Voilà. Là, c'est chez moi. C'est magnifique. La Ciotat, Saint-Cyr. Enfin, tout ça, ce trajet entre La Ciotat et Sifour, à la fois la mer, La Ciotat, Saint-Cyr, puis après le Castellet, la Cadière, c'est la vraie Provence, quoi. C'est la vraie Provence littorale. Sifour forever. Oui. Merci, monsieur le maire. Merci à vous.